Alors bonjour à tous. Donc, je vais terminer cette session pour vous parler de l'électrostimulation. Également dans peut-être ou pas la prévention de la polyneuropathie. Mais vous allez voir, ça va faire un peu le même topo des trois qu'on a eu. C'est que peut-être que ça marche ou peut-être pas. On reste toujours sur les mêmes conclusions pour l'instant, malheureusement. Alors, juste avant de... juste quelques petites définitions pour vraiment parler, parce que la stimulation électrique neuromusculaire, en fait, il y a plusieurs définitions, et surtout, il y a trois grands types de stimulation électrique neuromusculaire. Donc, en général, quand on parle de stimulation électrique neuromusculaire, enfin, de stimulation électrique en général, c'est une impulsion donc, électrique qu'on peut donner au niveau... Donc, au niveau du nerf, au niveau du muscle, au niveau de l'articulation. Et donc c'est là où se déclinent les différentes définitions qui sont les suivantes. Je vais y arriver. Voilà. Donc la première, c'est ce que tout le monde connaît probablement, c'est ce qu'on appelle le TENS. Donc c'est les traitements pour la douleur. Et donc le plus souvent, donc on les définit donc comme stimulation donc nerveuse transcutanée qui vont être continue, donc la stimulation électrique elle va être continue, elle va être de très faible intensité et elle va être pas du tout à visée musculaire. Donc là, on est vraiment sur de la douleur et donc du coup, on va l'effet qui va être donné, donc c'est une réduction de la douleur soit de façon aiguë juste après la séance ou pendant la séance, soit de façon chronique. La deuxième. La deuxième qui est surtout utilisée en neurologie, maintenant de plus en plus en SSR, donc c'est la stimulation électrique fonctionnelle. Et en fait, donc le courant est le plus souvent cyclique et l'intensité elle est modérée. Et en fait, on va appliquer donc ce courant-là au niveau musculaire pour améliorer un mouvement. L'effet est uniquement pendant la séance, donc l'effet est fonctionnel. La dernière, et c'est ce qui va nous concerner le plus, c'est la stimulation électrique neuromusculaire. Le courant ici, il est plus de façon intermittente, l'intensité, elle est beaucoup plus élevée, et l'effet, il est plus musculaire et nerveux. L'effet de cette séance, il va être pas forcément pendant la séance, même absolument pas, ça va être surtout, l'effet va être de façon chronique, c'est après des séances répétées. Alors, pour répondre à la question qu'on a eue, est-ce que la stimulation électrique neuromusculaire va réduire la polyneuropathie de réanimation? Alors là, il y a énormément d'études, la plupart pour, mais on va voir qu'il y a quand même un manque de puissance qui est assez énorme, et quelques-unes qui disent en fait on ne sait pas trop, on va voir tout ça. Donc la première qui est la plus positive, que je vais vous montrer ici, qui est maintenant assez ancienne, mais qui a quand même qui a fait beaucoup parler d'elle, parce que c'était une des premières qui est sortie dans ce sens. Donc dans un premier temps, c'est une étude qui a été randomisée, contrôlée, qui ont pris donc tout groupe de patients donc, en soins intensifs, et ils ont regardé dans un premier temps est-ce que les patients qui ont eu la stimulation électrique neuromusculaire associée à une mobilisation standard amélioraient leur force musculaire. Et comme on peut voir ici sur le schéma, donc là vous avez la force évaluée par MRC, et là donc vous avez le groupe contrôle et le groupe stimulé. Donc en fait c'est la différence de J0 à la fin du protocole. Et là il voit clairement une amélioration de la force dans le groupe stimulé comparativement au groupe contrôle qui a eu que la mobilisation passive. Et puis, ils sont allés regarder si, justement, il y a eu une apparition de la polyneuropathie dans les deux groupes de patients. L'incidence, donc là, on le voit ici, dans le groupe stimulé, on a seulement 3% de patients qui ont déclaré, qui ont eu une polyneuropathie après ce programme. Dans l'autre groupe, on en avait 11%. Alors effectivement, c'était significatif, mais la puissance de cette étude, on va la revoir tout à l'heure dans la méta-analyse, la puissance était très faible. Les patients étaient, on était à 20 dans un groupe et à 28 dans l'autre groupe, donc
c'est des études intéressantes, mais qui restent encore très faibles au niveau puissance statistique. Mais en tout cas, elle a le mérite d'être publiée, même parmi les premières, et qui montre qu'effectivement, si on rajoute un protocole de stimulation électrique neuromusculaire, on peut améliorer non seulement la force musculaire, et puis on peut réduire l'incidence de la polyneuropathie. Donc la méta-analyse, quand on la regarde, donc là il y a différentes études, quand on la regarde rapidement, on se dit, effectivement, sur la force musculaire, l'effet est très positif. Toutes les médianes sont à droite en faveur de la stimulation électrique neuromusculaire. Quand on regarde encore un peu plus de détails, on voit que le P est significatif, donc on se dit, bingo, la stimulation électrique neuromusculaire améliore la force, et c'est ce qu'on attendait du muscle stimulé. Quand on va les fouiller un peu plus, on voit que la seule étude qui est négative, qui ne donne pas d'effet, c'est celle-là. Et c'est celle qui a la plus de puissance par rapport aux autres études. D'accord ? C'est celle qui a inclus beaucoup plus de patients que les autres, où on voit ici, on est à une puissance en nombre de patients beaucoup plus faible que l'étude de Napolis. Et quand on regarde encore un peu plus dans la stat de la méta-analyse, on voit que, vous savez que quand le Ki2 est élevé et le I au carré est élevé, ça veut dire que les études sont très très hétérogènes. Et là aussi, on se dit, effectivement, on a montré un effet, mais probablement l'effet est dû, la puissance des études, elle est très faible, donc on n'a peut-être pas montré un réel effet. Et puis quand on regarde les conclusions, alors il y en a eu quelques-unes à des revues systématiques, les conclusions, elles sont presque toutes identiques. C'est bien, il faut le faire. C'est intéressant de rajouter en tout cas la stimulation électrique neuromusculaire à la prise en charge, on va dire, globale, mobilisation, marche, etc. Mais les conclusions restent encore pas très évidentes. Il faut faire d'autres études. Alors oui, effectivement, c'est intéressant, il faut aller faire d'autres études. Mais là, ce que je voulais, durant ce topo de 15 minutes, on y reviendra demain pour ceux que ça intéresse dans l'atelier pour les plus courageux à 8h30, pour les détails des études. Mais ce que je voulais mettre plus la main sur le doigt sur les différences des études, mais surtout sur la différence méthodologique et surtout sur la façon de faire. Parce que peut-être que c'est ce qui explique justement les résultats un petit peu hétérogènes. Là, c'est une étude que je trouvais très intéressante. Vous l'avez peut-être déjà lue, déjà vue. Elle est de 2016, je crois, 2016. En fait, c'est une étude qui a screené tout ce qu'on pouvait faire en mobilisation précoce dans les patients en réanimation. Et elle a regardé la différence entre les protocoles de recherche et puis la pratique réellement dans les services. Alors j'attire votre attention, bon là il y a toutes la mise au fauteuil, les transferts, etc. J'attire plus votre attention sur la stimulation électrique qui nous concerne plus. En rouge, c'est les Français. 33% de protocoles ou d'études de recherche en France nous disent qu'il faut faire la stimulation électrique neuromusculaire et que c'est intéressant de le faire. Maintenant, on va regarder ce qui se fait réellement. Et donc là, pareil, la stimulation électrique, toujours en rouge pour la France, seulement 8% dans les services de réanimation, on utilise cette technique-là. 33 versus 8%, c'est qu'il y a un souci, on n'est plus à un tiers, on dit oui c'est recommandé, il faut le faire, mais on ne le fait pas. Alors effectivement, toutes les conclusions qu'on donne à des revues, des méta-analyses, peut-être c'est aussi le résultat, quand on dit oui c'est intéressant, il faut le faire, mais on ne sait pas trop, peut-être aussi c'est le résultat qui fait que dans les services, en fait, ce n'est pas trop notre priorité. Mais vous allez voir que si on essaye en tout cas de le faire de façon plus méthodique, peut-être qu'on aura de meilleurs résultats et peut-être qu'on pourra plus facilement l'appliquer dans les services. Alors pourquoi ça ne marche pas? Pour plusieurs raisons. Là, je vais vous en citer deux et on va essayer de voir comment on peut les améliorer dans nos services en tout cas. Alors les principales, celles que vraiment, où je trouve elles sont vraiment intéressantes et qui sont peut-être à première vue assez faciles à mettre en place. La première, c'est de définir les répondeurs et les non-répondeurs. Parce que comme toute technique, la stimulation électrique neuromusculaire, il y a des patients qui ne répondent pas à cette technique. Et on va voir qu'on a différents points, entre autres 3, qu'il faudrait y faire attention. Donc, bien identifier les patients qui vont répondre ou pas à cette technique. Et puis la deuxième, qui est plutôt, on va dire, un objectif de qualité, c'est d'aller chercher une contraction
qui est correcte. D'accord? Parce que c'est vrai que souvent, on met les électrodes, c'est ce qui nous fait, quand on fait l'électrostimulation, on met les électrodes, on attend une contraction visible, on dit bon, c'est bon, ça marche, je laisse mon patient pendant une demi-heure, j'y reviens après, j'enlève les électrodes et ainsi de suite. Et puis quand on fait les évaluations, forcément, si on n'a pas été correct sur la qualité de la contraction, probablement c'est ce qui peut expliquer les résultats hétérogènes qu'on peut avoir. Alors, ce qu'il faudrait savoir, c'est c'est pas ce que je voulais faire. En SSR ou même en pratique sportive ou en orthotraumato, le plus souvent, ce qui est conseillé, c'est d'avoir une intensité de contraction qui est entre 25 et 50% de la contraction volontaire maximale. Ça veut dire qu'il faudra faire une force maximale, voir l'intensité pour entraîner 50% de la force maximale volontaire et garder cette intensité pour faire le protocole. Tout comme un renforcement musculaire, je fais un renforcement musculaire dans les recommandations, je fais une force max, et après, entre 50, selon ce que je fais dans le service, entre 50 et 80% de cette force max, je fais mon renforcement musculaire. Pour la stimulation électrique neuromusculaire, ça doit être pareil. Sauf que dans le milieu de la réanimation des soins intensifs, c'est impossible. D'accord? Et donc là, il y a une étude qui est très intéressante, justement, qui va nous montrer, qui a essayé de voir comment on peut appeler une contraction, une vraie contraction de qualité dans le milieu des soins intensifs. Alors, ils ont catégorisé les contractions donc, en 5 types. Donc, aucune contraction, donc pour la contraction type 1, une petite contraction pas visible mais palpable. Type 3, contraction visible et palpable. Et la plupart, on va dire, des études qui ont été publiées dans la stimulation électrique neuromusculaire ont considéré que la contraction était de qualité et était seulement en type 3. D'accord? C'est-à-dire, on voit la contraction, elle est palpable, on la voit, on se dit c'est bon, on a une bonne contraction, on lance le protocole, on reste sur cette intensité-là. Et puis, type 4 et type 5, donc type 4 palpable et visible, avec la moitié du corps musculaire qui se contracte et avec la totalité du corps musculaire qui se contracte. Alors, ils ont fait différents programmes, 3 entre autres. Donc, le premier, ils ont défini une fréquence, une intensité, peu importe, et une longueur d'impulsion. Donc, si le muscle se contracte en type 4 minimum, ils considéraient que le patient était répondeur. Si ce n'était pas le cas, il est non répondeur, et ils augmentaient la longueur d'impulsion musculaire et l'intensité. Et vous allez voir, la durée d'impulsion a une importance chez les patients en réanimation. Si ça marchait, c'est bon. Si ça ne marchait pas, ils augmentaient encore. Et si après les 3 protocoles, on n'avait aucune réponse, ils considéraient que le patient était non répondeur. Et avec ce protocole, 50% des patients n'étaient pas répondeurs à la technique. Donc ça veut dire que ces 50%, on n'a pas besoin de leur faire la stimulation électrique neuromusculaire. Et puis du coup, ils ont voulu aller plus loin pour vraiment détailler quels sont ces types de patients. Donc on a les répondeurs, les non-répondeurs. Et dans les non-répondeurs, la différence, c'était le choc septique, l'œdème, la présence d'œdème, et les vasopresseurs. Donc, ces 3, alors je ne dis pas, c'est vrai qu'on voit dans les répondeurs, on a quand même des patients qui avaient un choc septique, on a des patients qui avaient un œdème, mais en tout cas, ces trois gros facteurs sont des facteurs qui... D'accord. Je vais accélérer un petit peu. Alors, juste par rapport à cette histoire de chronaxie musculaire et de largeur d'impulsion, donc c'est juste pour vous dire que là, c'est une étude qui est assez récente, qui a montré que au cours de l'hospitalisation, on a des patients qui ont leur chronaxie musculaire qui va augmenter. La chronaxie, en fait, c'est le temps où la cellule doit avoir pour réagir. Donc si par exemple, je ne sais pas si j'ai un schéma qui est beaucoup plus... Ah, je reviens sur un. Si par exemple, on est sur un protocole lambda qu'on récupère d'un appareil où la largeur d'impulsion, elle est à, on va dire, 300, le plus souvent entre 300 et 400, et qu'au bout de 3 jours, on a une chronaxie qui a augmenté, donc forcément, mon patient ne va pas répondre à la technique, alors que probablement, au début, il y a répondu. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose qui est très intéressant à prendre en compte. Et dans cette étude, alors je n'aurai pas le temps de la détailler parce que là, j'arrive à la fin du temps, mais c'est une étude qui a regardé plusieurs
points et plusieurs muscles, et qui a montré qu'effectivement, au bout de 14 jours, on a des patients réellement qui augmentent leur chronaxie, et du coup, pour ces patients-là, il faudrait réellement adapter le protocole de stimulation au fur et à mesure du temps. Mais on en parlera plus en détail demain pour ceux que ça intéresse. Le dernier point, c'est qui est le point moteur, c'est-à-dire que si je veux réellement être sur une bonne stimulation, il faut réellement que je choisis mon point moteur et que je le cherche avant de poser les électrodes. Je ne pose pas les électrodes directement. Donc ces 3 points-là sont très importants justement pour avoir une bonne contraction de qualité et pour espérer avoir un effet sur la polyneuropathie de réanimation. Voilà. Merci, Adia.